On ne peut pas être fier de l'état de ce pays. Quand on se promène à Port-au-Prince, on ne peut pas être fier d'être haïtien. On ne peut pas être fier de ça. Je suis totalement choqué qu'un haïtien me dit qu'il est fier. Vous êtes fier de quoi? Je suis très fier de ce que mes ancêtres ont fait, de ce que Dessalines, Christophe. Je suis très fier quand je vois la citadelle La Ferrière. Mais je suis très fier à ce moment d'être haïtien. Mais je ne peux être fier que de quelque chose de grand. Mais ce que j'ai vécu, ce que je vois chaque jour, comment voulez-vous que je sois fier? Moi, si quelqu'un me dit qu'il est fier, qu'il est haïtien, moi j'ai un problème avec lui. C'est le spectacle de ce pays misérable, tu sais, à genoux devant l'étranger. Tu sais, écoutez, il faut passer à Port-au-Prince maintenant. Moi, je sais ce que je dis. C'est quelque chose d'effrayant. Alors là, de quoi je dois être fier? Moi, je ne suis pas fier, je suis indigné devant ce que je vois, ce que j'entends. Je ne suis pas fier d'être haïtien. Je le redis encore. Ça fait c'est monde qui va chier. Bonjour à tous, bienvenue à cette émission où on a l'occasion de recevoir à Paris Gary Victor. Alors il est de passage à Paris et puis il a accepté de passer nous voir. Question de parler de son parcours d'écrivain, de son dernier livre, Le violon d'Adrien. Et puis sans doute il nous parlera d'autres choses et surtout aussi, comme Gary Victor vit en Haïti, il nous parlera de la situation que lui, il vit en tant que citoyen haïtien et en tant qu'écrivain qui évolue dans un pays qui est un petit peu compliqué. Je dis un petit peu, mais vous allez voir que c'est un peu plus que ça. Alors déjà, je vais dire bonjour à mon invité. Bonjour Gary Victor, comment ça va? Bonjour, ça va? Napkembe, j'en habitué de dire en Haïti. Fano Kembe, hein? C'est bon Kembe. On n'a pas le choix. Gary Victor, vous êtes à Paris dans le cadre de la présentation de votre roman Le violon d'Adrien, sorti en 2023 chez Mémoire d'un crié. Et donc, c'est ce qui nous a permis de pouvoir vous recevoir ici à Haïti Inter. On va en parler. On ne va pas raconter tout le roman, mais c'est vrai que le roman nous donne envie de parler de plein de choses qui, moi, en fait, m'interpellent. Pas m'interpeller dans le sens choqué, mais qui touche une certaine sensibilité chez l'humain, d'autant que c'est un roman, même si on retrouve cette trame dans beaucoup de vos romans qui se déroulent à une période très difficile. On dirait que les périodes sont toujours difficiles en Haïti, Gary Victor. On y revient. Gary Victor, vous êtes écrivain, votre premier roman, vous me direz, est sorti en 1990. Et Claire de Montpeau? Oui, mon premier roman est sorti en 1990, Claire de Montpeau, mais avant la publication de ce roman, j'avais déjà publié 2 recueils de nouvelles. Symphonie pour demain, c'était en 1981, c'était ma première publication. C'est un recueil de nouvelles fantastiques. Ensuite, je publiais régulièrement dans les colonnes d'un quotidien, Le Noveliste. Je publiais des nouvelles chaque semaine. Et j'avais publié, et ensuite après Symphonie pour demain, j'avais publié un recueil de nouvelles humoristiques, Albert Buron, au profil d'une élite. On en parlera tout à l'heure. Depuis c'est 1989 sont sorties ces nouvelles, Albert Buron et Sanson Pipiril. Alors, vous êtes un écrivain, j'ai envie de dire fleuve, vous écrivez aussi des nouvelles, aussi des romans, mais vous écrivez plein d'autres choses. Mais avant tout, Gary Victor, d'où vient cette passion de l'écriture? Bon, de mon goût pour la lecture et du goût de la passion de la lecture que ma mère m'a inculqué, parce que j'ai vécu avec cette passion de ma mère pour le livre. Tout jeune, je l'ai toujours vu avec un livre, elle lisait toujours et elle me racontait ce qu'elle lisait, bien sûr ce qu'elle pouvait me raconter. Donc je connaissais certains romans, la trame de certains romans, même sans les avoir lus.
Par exemple, je connaissais les Trois Mousquetaires, je connaissais le Comte de Monte Cristo, je connaissais Notre-Dame de Paris, même sans les avoir lus. Donc quand j'ai commencé à lire ces romans après, ben, je connaissais toute la trame déjà. Et maintenant, à force d'avoir toutes ces histoires en tête, tous ces romans en tête, à un certain moment, j'ai voulu me construire mes propres histoires, mes propres personnages. Surtout, j'étais un jeune garçon assez introverti, donc euh, l'écriture était devenue pour moi un moyen d'expression, un moyen de me construire mon monde. Voilà. Vous étiez introverti, mais vous aviez peut-être beaucoup de choses à raconter en même temps. Oui, parce que dès qu'on lit énormément, et quand on lit beaucoup et bien sûr qu'on lit, on imagine les personnages, tu vois, on rentre dans ces univers, et même quand on cesse de lire, ces personnages, ces univers sont dans votre tête, tu vois, donc on continue. Et bien c'est comme ça, à un certain moment, on a envie d'avoir, par extension, d'avoir ses propres univers. Ouais, les nouvelles publiées en 1981, c'est officiel, mais officieusement, quel a été votre premier écrit, Gary Victor? Alors, bon, j'ai commencé à gribouiller dans un cahier d'écolier, j'avais à peine 12-13 ans. Des trucs d'amour ou ce que vous observiez dans la nature autour de vous? Non, pas encore des trucs d'amour, c'est plus tard. Non, je ne sais pas quoi, mais c'était plutôt des trucs d'aventure, parce que je lisais énormément de romans d'aventure, donc c'était des petits trucs avec des petits personnages plongés dans des trucs d'adolescents. Vous étiez un peu d'Artagnan dans vos... Tout ça à la fois, tout à la fois. Ok. Bon, Gary Victor, vous avez écrit jusqu'à ce... Bon, alors, je ne sais pas quand vous avez commencé l'écriture de Le violon d'Adrien, mais jusqu'en 2023, la sortie du roman Le violon d'Adrien. Le violon d'Adrien, Adrien, c'est ce jeune garçon qui a commencé la musique parce que sa mère l'a inscrit à un cours de musique, à un cours de violon. Et qui a apprivoisé d'une certaine manière cet instrument et qui voudrait l'avoir toute sa vie, pouvoir continuer son cours de musique. Mais la maman d'Adrien ne pourra pas continuer d'assumer ses cours parce que justement l'argent manque. Dans les familles haïtiennes, en tout cas les familles prolétaires, c'est le potard. On peut avoir des rêves, mais ça reste dans le stade de rêve. Pas de réalité, rêver. Et Adrien, lui, veut sortir de ce rêve. Il veut posséder cet instrument. Il veut pouvoir jouer de cet instrument. Et Adrien s'expose. Est-ce que le fait de vouloir quelque chose nous rend faibles, Gary Victor? Il y a un moment dans ce roman quand Adrien rencontre Madame Lange, qui est une sorte de voyante. Elle lui dit: il y a des volontés qui peuvent être mortelles. Et je pense que effectivement, quand on veut quelque chose, bien sûr, il y a différents types de volontés, mais disons un objectif noble, un but noble. Une fois qu'on a cette volonté, et quelque part, et comme on part en quête comme on part en quête, je pense qu'immédiatement, quelque part, on devient faible. En même temps, on est fort, en même temps, on devient faible. Par exemple, je suis un joueur d'échecs, on l'apprend toujours. À la minute qu'on a une stratégie claire, on se définit un but. En même temps, on est fort, en même temps, il y a des espaces de faiblesse que l'adversaire peut utiliser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer sans se dévoiler quelque part. Tu sais, on ne peut jamais attaquer il faut accepter quelques points de faiblesse pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un craint, il ne peut rien faire parce que, de toute manière, on le sait, il faut prendre des risques pour avoir quelque chose. Donc, si on a peur des risques, on n'a rien. Donc, une fois qu'on a une volonté, il faut prendre des risques pour obtenir ce qu'on veut. Et une fois qu'on prend des risques, et justement, c'est là qu'il faut faire attention parce que les prédateurs, quand ils savent que tu as un rêve,
eh bien, ils vont faire tout ton possible, justement, pour rouiller ton rêve, pour détruire ton rêve, tu sais, pour arrêter ta course, tu vois, c'est comme un oiseau qui prend son vol, et puis le prédateur, il prend un lance-pierre, il essaie de t'avoir. Donc, c'est comme ça. Il y a ceux qui essaient de te bloquer, peut-être par jalousie, Mhm. mais il y a ceux qui profitent. Et dans le cas d'Adrien, j'ai comme l'impression que lui, il ne rencontre que des profiteurs, des prédateurs qui se servent de sa passion, parce que ce violon, la musique, c'est sa passion. Oui, mais en général, c'est toujours comme ça. Quand tu as un rêve, il y a beaucoup plus de gens souvent qui essaient de te descendre que de gens qui vont t'aider. Tu sais, parce que de toute façon, la qualité, elle est toujours minoritaire. D'accord. La qualité, elle est toujours minoritaire. Et surtout si tu poursuis un rêve nauséabond, comme j'aime à dire, tu te vois plein de gens, tu te vois une majorité de gens, tu vois, mais dès que tu poursuis quelque chose de noble, de beau, il n'y aura pas beaucoup de gens à t'appuyer. Et malgré ça, même parmi le peu de monde qui va t'appuyer, il y aura plein qui vont essayer de profiter de toi. Qu'est-ce que ça peut être un rêve nauséabond? Un rêve nauséabond, si par exemple je veux arriver au pouvoir pour m'enrichir, tu vois, il y a plein d'objectifs nauséabonds dans la vie. Il y a plein de gens qui ont des objectifs totalement nauséabonds. Moi, quand je lis Adrien, le violon d'Adrien, donc c'est comme si Adrien me parlait, en fait je vivais Adrien, je vivais ce jeune garçon qui il déambulait pas forcément, mais qui va travailler dans ce bar, qui va chez sa mère, qui dans cette bibliothèque où il a commencé plein d'expériences. L'éducation en Haïti, parce que vous avez écrit la mauvaise éducation, mais cette mauvaise éducation, on le trouve. Vous avez lu la maudite éducation. C'était ça. Mais on retrouve cette éducation qui n'est pas faite un peu partout, donc on se forge eux-mêmes. Donc quand on va avec Adrien un peu partout comme ça, on vit Adrien. Moi je vois tout ça et je me dis c'est quand même extraordinaire vraiment pour un écrivain de pouvoir, on n'est pas dans l'époque, et puis en plus il y a du fantastique dans ce roman, de voir tout ça, de voir Adrien faire ses premières expériences, de voir des côtés débauchés aussi. Mais qu'est-ce qui vous a appris d'arriver? Je suis dans l'époque parce que j'ai quand même vécu dans l'époque. J'avais 13 ou 14 ans, donc c'est un peu... je me suis beaucoup inspiré de mon histoire, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu. C'était mon lieu, tu sais. Et quand on a 13 à 14 ans à Port-au-Prince à l'époque, on grandit très vite, hein, on apprend très vite, on part en exploration très vite, tu sais. Et on découvre la sexualité très très vite et parfois de très très mauvaise manière. Donc ce que j'ai écrit, c'est bon. C'est un peu la photographie d'un espace-temps. Ça me permet de faire une petite parenthèse sur une question que je voulais vous poser. Je la pose maintenant. Vous avez commencé par y répondre. Votre roman, donc je le précise, même s'il est sorti en 2023 pour ceux qui regardent cette émission, se déroule dans les années 70 sous la dictature du père Duvalier, la terreur. Et donc, parallèlement, dans mes recherches, parce que je fais aussi une émission sur la musique, comme on en parlait tout à l'heure, et je me dis parallèlement, il y avait une période florissante au niveau de la musique, mais en même temps, beaucoup de gens fuyaient, beaucoup de gens, partaient, que ce soit intellectuels, même les musiciens. Et vous étiez dans cette période. Alors, c'était pour savoir... Comment vous avez vécu vraiment, là vous l'avez commencé à l'expliquer, comment vous avez vécu cette période? Est-ce que vraiment l'enfant que vous étiez était absorbé par cette période de dictature, de peur, de départ, d'exil? En fait, je dis départ, c'est vraiment des exils, que ce soit volontaire ou forcé. Comment vous, vraiment, cet enfant que vous étiez, à 13 ans, vous dites, avez vécu et qui avait grandi quand même en Haïti, comment vous l'avez vécu cette période vraiment? Bon, pour comprendre la manière dont j'ai vécu cette période, il faut revenir à l'histoire de mon père.
Mon père a quitté Haïti au début de François Duvalier. Et comme beaucoup de professeurs à l'époque, il est allé aux Zaïre, il est allé enseigner aux Zaïre. Et après 2-3 ans, il a dit qu'il revient dans son pays. Et quand ma mère lui a dit, écoute, c'est la dictature, si tu reviens en Haïti, tu peux même te faire arrêter à la descente de l'avion. Et mon père lui a répondu, même si on l'arrête à la descente de l'avion, il revient en Haïti, il ne peut vivre autre part qu'en Haïti. Effectivement, il est revenu. Il a enseigné, il s'est fait, comme on dit, il s'est noyé dans la foule. Tout petit. Tout petit. Il a enseigné l'histoire, il a enseigné la littérature haïtienne dans plusieurs lycées, dans plusieurs collèges. Donc, j'ai vécu un petit peu dans son homme, c'est-à-dire, il m'a appris à aimer cette terre, il m'a fait comprendre ce qui se passe. Et mon père disait toujours quelque chose, il me disait, écoute, tu sais quoi, il vaut mieux être premier dans son village que second à Rome. Il me le répétait souvent. Il me dit, tu es dans ton village, fais en sorte d'être le premier. Donc c'est quelqu'un qui était très, très accroché à son lieu. Donc j'ai vécu avec quand même cette tentative de mes parents de me protéger de cette terreur ambiante, mais de toute manière, cette terreur ambiante, on la sentait, on la vivait. En même temps, il y avait aussi plein de gens qui partaient dans mon quartier. J'ai plein d'amis qui sont partis, qui sont allés aux États-Unis, qui sont allés au Canada. J'ai mon frère cadet, enfin mon frère qui est parti très tôt, qui est allé aux États-Unis. Jusqu'à présent, il est aux États-Unis. Donc, bon, j'ai vécu. Bon, ça veut dire que j'ai vécu, j'ai été témoin, quand et un peu plus grand, j'ai été témoin de cette violence, du départ, j'étais totalement anti-duvalierisme, comme tant de jeunes, à l'époque. Donc j'ai vécu tout ça, le départ, j'ai fêté le départ du dictateur tout et tout. Mais sauf que très tôt, j'ai été déçu en voyant ce qui se passait dans les rues, parce que je ne voyais, c'est pour ça que plein de gens n'étaient pas trop d'accord avec moi, mais moi je voyais de préférence une explosion de colère, une frustration énorme qui s'exprimait. Mais dès ce moment, je ne voyais pas d'idée, je ne voyais pas une idée en marche pour vraiment changer les choses. Je créais dès le départ que ce ne soit pas le haut toit que je m'y mette. C'est tout pam, comme j'aime le dire. Fait tout pam. Et finalement, rien ne change. Ce que vous craignez. Ce que je créais, c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, nous l'avons toujours. Chaque monde vient faire tout par eux et les problèmes fondamentaux du pays, personne ne les attaque. D'ailleurs, vous l'avez exprimé, avant de revenir à l'ancrage, vous l'avez exprimé dans vos nouvelles de Buron, comment il s'appelle déjà, ce monsieur de Buron, Albert Buron, oui. Et Samson Pipirite. Exact. Parce que ces deux nouvelles sont sorties 3 ans après, vous l'aviez fait le constat un peu avant, et puis vous avez écrit les nouvelles qui fait part de... C'est comme si le peuple, à chaque fois, en fait, il se faisait avoir. Parce que Albert Buron, c'est celui-là de l'élite qui vient... avec ses beaux discours, tout et tout, et puis finalement... Venu, je vais vous sauver. Puis Samson Pipirite, on dirait l'homme du peuple, qui sans doute pourrait faire mieux. Eh ben non. Donc c'est pour ça que vous avez écrit ces deux nouvelles. C'est ce constat. Oui, c'est pour ça, parce que j'ai voulu avoir le portrait à la fois de cet homme de l'élite, de la classe moyenne aisée, et le portrait de ce jeune homme du ghetto, tu vois, qui est bon, c'est un peu ça. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, celui de l'élite, de la classe moyenne aisée, de la classe politique qui profite de la misère, du désespoir de ce jeune dans le ghetto. D'ailleurs, c'est eux qui leur fournissent des armes, tout et tout. Et
Et nous sommes toujours dans ce chaos en marche. Ce chaos qu'Haïti vit actuellement n'est qu'un aboutissement. Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard du tout. Ce constat-là, on le retrouve, mine de rien, des années avant dans le voyage, dans les aventures d'Adrien, quand même quelque part, parce qu'Adrien, on a promis plein de choses. Même à la... Bon, il ne faut pas dévoiler tout le roman, mais mine de rien, Adrien va avoir la possibilité d'avoir oui, absolument. son violon, oui, mais à quel prix? À quel prix, voilà, à quel prix? Donc, c'est tout ce qui se passait d'une autre façon dans cette période-là, on le retrouve autrement. D'ailleurs, avec des jeunes qu'on achète à tout prix, avec des armes à la main, des trucs, justement au profit de tous ces hommes politiques. Exactement. On se sert d'un rêve pour acheter. Par exemple, lui, son rêve, c'est d'avoir un violon. Au moins, c'était un super rêve. Oui. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui veulent avoir un iPhone dernier modèle, un Samsung dernier modèle, tu vois, tout et tout, une belle voiture, mais surtout le téléphone. Le téléphone, c'est curieux, c'est la marque de la bête, le 666. Vous y croyez, vous, oui, mais exactement, c'est la marque de la bête. Tu vois, quand tu vois un jeune à la campagne qui n'a absolument rien, et puis il vous dit, je veux avoir un iPhone dernier modèle. Tu sais, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut sauter un escalier de 1000 marches comme ça, d'un coup, tu vois. Un saut à la perche est fascinant, mais immédiatement quand on a ça, et c'est ce que j'appelle, tu sais, la corruption du système capitaliste. Parce que quand même, on regarde à la télévision, tu sais, on te montre un couple qui va acheter un superbe réfrigérateur, un superbe salon, un superbe téléviseur, un téléphone dernier modèle. Et quand tu vois ce pauvre petit mec dans le ghetto qui ne peut même pas s'acheter un plat de riz, il regarde ça. Waouh! Il n'aura jamais ça. Il n'aura jamais ça. Il oublie son ventre? Mais son ventre, mais premièrement, c'est son ventre. Il ne peut même pas manger. Oui. Déjà, il y a le ventre qui crie famine. Et puis en plus, il a tous ces objets du capitalisme triomphant qu'on lui offre. Ce capitalisme dans lequel le monde est plongé, moi étant haïtienne, je préfère parler pour Haïti. Est-ce que, oui, ça fait du mal à Haïti, mais est-ce que ça fait vraiment très très mal aux jeunes, à la jeunesse haïtienne? Mais normalement, ça fait très très mal parce que quand je parlais de rêve, en même temps, on comprend que quelqu'un peut avoir, mais sauf que il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Et donc, ce qui arrive, c'est que ce jeune, souvent, il est prêt à tout. Et surtout avec et ça crée une corruption énorme. On donne souvent l'exemple dans certaines familles haïtiennes, très pauvres, et puis tu sais, une jeune fille qui a 14, 15 ans, 16 ans, elle rentre chez elle avec un téléphone dernier modèle. Ou bien un jeune garçon, même il rentre chez lui avec un téléphone dernier modèle qui coûte 600, 700 $ américains. Corruption, prostitution. Les deux à la fois. Non, mais ce qui est le plus grave, c'est que souvent les parents qui sont des missionnaires ne disent absolument rien. Ils sont des missionnaires ou ils peuvent rien dire parce qu'ils ont peur? Bon, ils sont des missionnaires, ils ne peuvent... Non, c'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils sont des missionnaires parce qu'ils sont impuissants, ils ne peuvent même pas... Ils ne peuvent même pas, je pourrais dire, même donner la nourriture à leurs enfants. Ils ne peuvent même pas payer l'école. Mais c'est quelque chose d'effrayant. On en discute souvent chez nous. Ce qui est le plus grave, c'est que, alors voilà quelque chose qu'on discute souvent, c'est que quand une société est aussi dégradée, l'escalier n'existe plus. Ça veut dire, moi, et plein de jeunes à l'époque, on savait que tu avais un escalier, je rentrais dans la fonction publique ou bien dans n'importe quelle institution, je suis un jeune, je sais que je commence à ce niveau.
le directeur, l'adjoint directeur, tout et tout, et je sais qu'il gagne beaucoup plus que moi, tout et tout. Mais le jeune étant qui arrive quelque part, il veut avoir immédiatement le même salaire que le directeur, le même salaire. Il n'admet pas d'attendre de faire 4, 5, 6 ans. Non, c'est au même moment, il faut tout. Et le problème, c'est partout pareil. J'ai discuté avec un ami écrivain comme moi-même au niveau de la littérature, c'est la même chose. Par exemple, nous tous, que ce soit moi, Dani, Lionel, D'Alembert, on a pris des années à travailler tout, pour se faire connaître tout et tout. Mais il y en a maintenant, bon, bien sûr, on peut avoir un premier roman si on est un génie, ça arrive, au premier roman, et puis, mais en général, ça prend du temps. Mais on ne veut plus avoir le temps. Par rapport à un téléphone, si pas d'argent, je vais m'acheter un téléphone suivant mes moyens. Un téléphone de 20, 30, 40 euros, un petit téléphone. L'essentiel, moi, je sais que je dois aller sur Internet, tout et tout. Mais si je n'ai pas net, non. On va tout faire pour avoir un téléphone de 200, 300 euros. N'importe quoi. On va bannir les rêves. Hein. Non, non, le problème, c'est que on ne peut pas bannir les rêves. On vit avec les rêves. Mais c'est là que la question devient compliquée. Et c'est l'un de mes thèmes. Et par exemple, dans mon roman Massi, la question c'est l'être et l'avoir. L'avoir est nécessaire. Et en même temps, tu as l'être. Je suis quelqu'un. Avec ma dignité, avec tout. Dans quelle mesure, pour l'avoir, je vais sacrifier ce que je suis? Mais le problème, pour la plupart des gens, ça ne se pose plus cette question. L'être, il est banni. C'est l'avoir qui compte. Plus d'éthique? Il n'y a plus d'éthique. Ok, en vous écoutant tout à l'heure parler de votre père, il m'est apparu tout de suite un mot, mais c'est plus qu'un mot, puisque c'est comme l'impression que c'est ce que vous êtes, quand on veut parler de l'être, vous êtes ancré, c'est votre situation, vous êtes ancré en Haïti, c'est ce que vous a légué votre papa, vous êtes ancré en Haïti, parce que vous vivez en Haïti, et Gary Victor, et dans votre quartier dans lequel vous avez grandi, c'est ça, Carrefourfeuille. Est-ce que c'est votre passion, avant même que vous nous parliez de votre quartier, parce qu'on sait qu'il s'est passé des choses, est-ce que c'est votre papa qui vous a légué l'ancrage haïtien? Il vous a ancré en Haïti. Vous n'avez jamais été tenté de partir pour vivre ailleurs et de dire trop c'est trop? Bon, mon père m'a légué, je pourrais dire, cet ancrage, pas seulement l'ancrage en Haïti, mais l'ancrage dans l'être, dans l'ancrage dans la sincérité. Je pense que c'est surtout ça. Il m'a toujours appris à être honnête, à être sincère et à être proche de ceux de ce que je pourrais appeler de la population souffrante, d'être proche des humbles. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que je me sens toujours mieux, même quand je vais par exemple je voyage, je me sens toujours mieux dans un quartier comme le 18e, que d'aller dans un quartier bourgeois où tout est aseptisé, tu ne vois personne dans les rues. Là, je me sens totalement, je te dis, mais où ça, c'est l'enfer. Mais quand je suis dans un quartier comme ça, je me sens bien, je me sens chez moi. Donc pour moi, c'est ça mon ancrage. Tu sais, mon ancrage, c'est ça. Mon ancrage, vous savez, c'est Gaza. Tu sais, mon ancrage, c'est les populations palestiniennes qui souffrent. Tu sais, c'est ça mon ancrage. Donc, en même temps aussi, mon ancrage, c'est Haïti, parce que c'est là que j'ai grandi. Cette population qui souffre, qu'on manipule, on profite souvent de son ignorance, c'est ça qui est mon ancrage. Et puis, je suis ancré en moi, dans ma vie, dans ma souffrance, mes douleurs. Bon, le premier ancrage, c'est en soi-même. Tout ce qu'on va retrouver dans vos romans, en quelque sorte, Oui. Gary Victor. Oui. Vos souffrances, vos douleurs, vos espoirs, vos rêves. Oui, absolument. Oui, nous avons tous nos rêves. Parce que le fait de dénoncer ce qui ne va pas, c'est le rêve de voir que ça aille mieux. Oui, exactement. On garde toujours ce rêve, même si on a l'impression que
plus ça avance, plus ça va mal, mais malgré ça, on garde toujours ses rêves. Faut toujours garder ses rêves. Mais on n'ira pas à tout prix faire n'importe quoi pour que Non, ces non, rêves non, se non, non, réalisent. absolument, je l'aurais fait déjà. Et comment? Je l'ai fait dans un roman qui s'intitule Je sais quand Dieu vient se promener dans mon jardin. Vous n'avez certainement pas lu, c'est l'histoire d'un écrivain, peut-être moi, qui est plongé dans ses problèmes économiques, etc. Avec une femme qui lui reproche de ne pas pouvoir payer son loyer à chaque fin de mois parce que ça va très mal comme écrivain. Et puis finalement, il accepte de travailler pour le dictateur qui lui. Ben. Donc j'ai fait ce cauchemar. Qu'un jour, je chutais. Donc j'ai raconté ce cauchemar et dans ce livre, l'écrivain devient fou. Parce qu'il devient fou et il rejoue la scène de la Bible, de la Genèse, où quand Adam a désobéi à Dieu, Dieu le change le jardin, Dieu lui dit « Où es-tu » et Adam se cache. Et dans ce roman, l'écrivain entend chaque fois la voix de son père qui lui dit « Où es-tu » et il se cache. Parce qu'il a désobéi à son père qui lui avait dit « Ne chute jamais, ne chute jamais, ne te venge jamais à ces horreurs que sont nos politiciens. » Donc c'est cette histoire que j'ai écrite. J'ai imaginé ma chute. Et ça a été un roman qui a été, bon, ça, c'était un roman qui a obtenu le prix Info. Je ne me rappelle plus en quelle année. Ça a été un roman extrêmement, dont l'écriture a été extrêmement difficile, où j'ai imaginé que je chutais. Et en imaginant que je chutais, il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était la folie. Alors je me disais peut-être que la folie dans le roman, mais le soulagement quand vous êtes sorti de l'écriture. Ah oui, absolument, ça a été un soulagement quand j'en suis sorti. Vous ne t'étiez pas dit qu'est-ce qui m'a embarqué là-dedans? Ah oui, mais il le fallait. Ça a été une belle expérience d'écriture, ce roman. Je pense que peut-être c'est l'un des romans dont je suis le plus fier, parce que l'écriture avait été extrêmement difficile. C'est un roman justement où je pose la question de l'être et de l'avoir, tu vois. Et comment faire l'équilibre entre l'avoir et l'être dans le système où le matérialisme devient. Tu vois, c'est le moteur du monde. On veut tout avoir, et puis on oublie ce qu'on est quelque part. La question de la moralité, je ne sais pas si je dois dire, vous mine, vous hante, vous travaillez beaucoup la moralité. Bon, c'est ce qu'on entend, la moralité, pas du point de vue religieux. Ah non, pas du tout. Non, du point de vue humain, tout simplement, ouais. Tu sais, de garder son éthique personnelle, sa fierté, sa dignité, face justement aux agressions de l'avoir. Tu sais, face aux agressions de l'avoir. Parce que ceux qui gouvernent le monde, justement, ils essaient de te mettre à genoux, justement, avec ça. Ils veulent que tout le monde soit à genoux. Avec quoi? C'est qu'ils veulent t'affamer, tu sais, ils veulent te posséder pour l'avoir. Ils ont quand même un peu réussi, non? Ah, ils ont réussi à 90%. Maintenant, ceux qui se battent, c'est comme Obélix et Astérix, c'est le dernier carré. Il y a des derniers carrés qui résistent, mais je suis absolument certain qu'ils n'auront pas la victoire. Je ne sais pas dans quel siècle, mais je ne pense pas qu'ils y arriveront vraiment. Je ne sais pas si je vous pose la question, bien si c'est une question ou c'est juste... Parce que je vous écoute et je me dis... Non, Gary Victor n'a pas pensé ça. Et de quel doigt je me dis, il n'a pas pensé ça. Peut-être que je dois lui demander tout simplement, qu'a-t-il pensé? Parce que dans Maudite Éducation, vous dites, oui. Sorti en 2012 chez Philippe Ray, et on peut lire, bon, vous allez lire, chers amis, le roman, mais moi j'ai extrait, c'est ça. Je n'ai aucune fierté d'être haïtien, mais je voudrais bien l'être pour que mes enfants le soient aussi. J'ai du mal
Et heureusement que vous assumez que vous pouvez vous trouver, vous, dans vos romans. Donc j'ai du mal à croire qu'un écrivain n'est pas dans les personnages ou un personnage de ses romans. Alors je me dis, est-ce que Gary Victor s'est dit cette phrase un jour dans sa vie en étant un Haïtien? Moi, je crois que si tous les Haïtiens le disaient, on aurait eu la révolution en Haïti. Parce qu'on ne peut pas être fier de cette misère. On ne peut pas être fier de l'état de ce pays. Quand on se promène à Port-au-Prince, on ne peut pas être fier d'être haïtien. On ne peut pas être fier de ça. Moi, je suis totalement choqué qu'un Haïtien me dit qu'il est fier. Vous êtes fier de quoi? Je suis très fier de ce que mes ancêtres ont fait, de ce que Dessalines, Christophe. Je suis très fier quand je vois la citadelle, la Ferrière. Mais je suis très fier à ce moment d'être haïtien. Mais je ne peux être fier que de quelque chose de grand. Mais ce que j'ai vécu, ce que je vois chaque jour, comment voulez-vous que je sois fier? Moi, si quelqu'un me dit qu'il est fier, qu'il est haïtien, moi j'ai un problème avec lui. Maintenant, vous pouvez me dire, nous allons nous battre pour que dans 5-6 ans nous puissions être fiers. Comment je pourrais dire à ma fille, à mes enfants, que je suis fier d'être haïtien, qu'elle le dira, papa, mais mon Dieu, quel est ce pays? Tout ce que je vois, qu'est-ce que je vais répondre à ma fille, à mes enfants? Oh, je suis fier de quoi là? Maintenant, mais si je me bats pour changer ça, si je me bats pour que dans 1 an, 2 ans, on ait quelque chose d'autre, on ait un pays, on n'ait plus ces monticules d'ordures, on n'ait plus ces jeunes avec une arme à la main qui tue, qui viole, là je serai fier de dire que je suis haïtien, parce que j'ai fait quelque chose. Quand on dit on est fier d'Haïtien, on est fier de quoi là? Bien sûr, je suis fier de ma culture, je suis fier de... C'est vrai, je suis fier de... Bon, mais pour l'instant, moi, ma priorité, moi, c'est le spectacle de ce pays misérable, tu sais, à genoux devant l'étranger. Tu sais, écoutez, il faut passer à Port-au-Prince maintenant. Moi, je sais ce que je dis. C'est quelque chose d'effrayant. Alors là, de quoi je dois être fier? Peut-être du passé? Non. Du passé? Le passé, c'est pour Dessalines, Christophe Pétion. Au contraire, je pense que si les héros du passé viendraient, il allait me gifler. Alors, bon, imaginez Dessalines qui revient. Ah, mais écoutez, tous les Haïtiens devraient fuir, s'enterrer sous terre. Nous devrions tous fuir, nous enterrer sous terre, si ces héros revenaient. Alors de quoi on est fier là? Non. Moi, je pense qu'il faut, comme on dit, l'indignation est la première qualité pour devenir un révolutionnaire. L'indignation est le premier pas, et je pourrais dire c'est le premier moment de la lutte, de s'indigner devant notre situation. Moi, je ne suis pas fier, je suis indigné devant ce que je vois, ce que j'entends. Je ne suis pas fier d'être haïtien, je le redis encore. Ça fait c'est que mon dit fâché. Sauf que moi-même, ma gourmet m'a fait ça me capable pour me fier, pour me dire je suis haïtien, pour me fier, pour me dire, pour me pas dire dans la bouche, m'a fier. C'est ce que je veux, d'être fier, d'être haïtien. Par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que j'ai changé. Mais dire qu'on est fier, on est fier. De ça là pour me fier, non. Dans ce que je vois là, c'est pas mon pays. Gary Victor, ce qui se passe, le manque de dignité un peu, parce que il y a pas, vous êtes indigné, mais on a l'impression que la population est engourdie, Elle est indignée aussi, la population est indignée. L'autre jour, je regardais, peut-être vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y avait une jeune femme avec des dreads, une belle jeune femme. On l'a appelée le porte-parole de la rue. C'était au moment du carnaval. Et cette jeune femme, pendant 5 minutes, a pris à partie le maire de Port-au-Prince en lui disant « Ce n'est pas possible. Vous avez pris tout cet argent pour une affaire de carnaval alors qu'il y a 20 000 sans-abri, des gens qu'on a chassés de leur quartier.
qui sont tout près, qui ne peuvent pas manger, des enfants qui ne peuvent pas se nourrir, et vous prenez cet argent pour faire ça. Elle a dit, mais ce n'est pas possible. Vous êtes des salauds, des porcs. Et j'ai écouté cette femme avec son... Il était tellement indigné. C'était extraordinaire cette indignation. Tu vois? Et moi, ce sont ces gens que j'aime. Pas des gens que je suis fier de quoi. Non, elle était indignée. Elle était indignée. Et je pense que c'est cette indignation qui peut faire quelque chose. Oui, l'indignation peut faire quelque chose, mais pas sans leadership quand même. Ah, mais absolument, absolument. Il faut construire ce leadership. Et c'est là toute la difficulté. Il faut construire ce leadership sur quelque chose de concret. Il ne faut pas construire ce leadership sur des faux rêves, tu sais, sur des égos mal fagotés. Sur tout ça. On a un problème chez nous. Oui, il faut un leadership. C'est ça le problème. Le grand problème d'Haïti, c'est de construire un leadership, mais pas un leadership individuel, mais au moins un leadership collectif. Il le faut. C'est une grande nécessité d'avoir ce leadership actuellement. Comment faire quand on sait que, par exemple, dans tout pays, par exemple, il y a un métier qui pourrait... il y a un métier quand on le pratique, ce que vous êtes d'ailleurs en dehors de votre métier d'écrivain, je dis métier d'écrivain parce que quand même vous en vivez, même si vous écrivez par passion, mais vous êtes aussi journaliste, oui. Gary Victor. Comment peut-on espérer que le peuple se lève pour de vrai et dise non pour un truc dans un truc collectif, un mouvement collectif pour aller vers l'avant, quand on n'a même pas ceux qui sont censés être le quatrième pouvoir pour accompagner le peuple, pour dire ces hommes politiques, on ne leur donne plus la parole, ces messieurs, ils se moquent de vous, et ceci et cela. Comment faire? Parce que même là, les journalistes, comment vous, qui êtes journaliste, comment vous exercez ce métier? Bon, c'est un constat. Le constat, c'est que la presse haïtienne dans son ensemble, et je ne dirais pas qu'elle est aux ordres du pouvoir, non, ils sont aux ordres de leur ventre. Comme disait un grand éducateur haïtien, également un professeur, il a dit que le problème en Haïti, c'est que la pensée est colonisée par le ventre. Moi, j'ai écrit tout dernièrement, chez nous, le ventre a immigré vers le cerveau et le cerveau a immigré vers le bas-ventre. Et c'est un problème énorme. Ça veut dire que la plupart de nos journalistes sont des vendus. Tout le monde essaie de trouver un truc pour se faire du fric. Tu sais, Yannick Lahaye en parle souvent de la précarité. Nous sommes tellement dans une précarité qu'on ne peut pas avoir une conviction. Et moi, j'ai milité déjà plus ou moins, essayé de militer dans 2 partis politiques, et ça a été. Et moi, c'est le constat que j'ai fait. Il y a tellement de précarité. Il y a des gens qui essaient de se construire une position pour se vendre. Parce que pour se vendre, n'importe qui ne peut pas se vendre à un pouvoir. Qu'est-ce que tu es pour te vendre à un pouvoir? Mais dès que tu es dans l'opposition et que tu gueules, tu es contre le pouvoir, immédiatement tu as une valeur marchande. Et c'est le grand exercice souvent en Haïti, c'est de se créer une valeur marchande en ayant une posture d'opposant. Tu vois? Donc c'est toujours le problème de l'être et de l'avoir, le problème de la corruption. Et ça rend extrêmement difficile la construction d'un leadership. Ça rend extrêmement difficile toute organisation justement pour renverser ce système. Bon, sauf que je pense que par la force des choses, ça ne peut pas tenir. Par la force des choses, ça ne peut pas tenir. Une table peut rester sur 4 pieds, peut-être sur 3 pieds, 2 pieds, mais à un moment, ça ne pourra pas tenir. À un moment, ça va chuter forcément. Forcément, c'est... Le pays se vide, Gary Victor, de ses enfants, tous qui rêvent d'aller ailleurs. Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on ne peut pas avoir un truc collectif où tout le monde le pays ne se vide pas
En quel sens que je le dis, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui portent, mais même quand l'Haïtien porte, il est toujours là. J'ai écrit un éditorial hier où je disais que les Haïtiens du dehors, les Haïtiens de l'intérieur, c'est un faux problème parce que nous tous, nous sommes toujours attachés à cette terre. Notre cœur est toujours en Haïti. Il n'y a aucune différence entre toi qui es là et une jeune Haïtienne qui est en Haïti. Vous êtes tous avec le même cœur, le même feeling, tout et tout. Moi, je dis que les seuls Haïtiens qui sont partis, ce sont ces voyous qui nous gouvernent parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce pays. Ce sont eux qui sont partis. On ne sait pas où ils sont, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas en Haïti. Ils détruisent, ils tuent, ils kidnappent, ils ne sont pas en Haïti. Ce sont eux qui sont partis. Je comprends. C'est eux qui n'ont pas leur cœur en Haïti. Eux, ils font partie de ceux qui disent c'est dans Guinée non pralé parce que pas même dans Guinée, pas qu'on est un enfant, pas même dans Guinée. Non. Donc moi, je n'aime pas trop tu vois, de dire de ceux qui sont partis, ceux qui sont partis. Je connais plein de gens, de jeunes qui sont partis. Chaque jour, ils appellent pour savoir, écoute, ce qui se passe en Haïti, mais pas tout. Non. Je pense que nous formons un seul corpus, un seul peuple, et que seuls ceux qui sont en train de détruire ce pays, ce sont eux qui ne sont nulle part. Ce sont eux qui sont partis. Moi, je les appelle la diaspora de l'absurde. Ok, la diaspora de l'absurde. Oui, ce sont eux. D'accord. On n'en a pas besoin alors? Non, on n'en a pas besoin. Bon. Gary Victor, vous me donnez l'occasion de vous poser la question. Alors, je posais la question, je voulais la poser autrement, mais je vais la poser la façon dont vous me permettez de vous la poser. Quand vous avez fait cette expérience, Gary Victor, bon, vous n'avez pas succombé Quelle expérience? au pouvoir, j'arrive, vous n'avez pas succombé au pouvoir qui vous aurait tenté avec des postes et patati patata, mais vous êtes engagé personnellement, c'est ça l'expérience, en tant que dans un parti politique, c'est ça? Oui, est-ce que je me suis engagé? Bon, de toute façon, je peux dire que je me suis engagé. Je me suis engagé, j'ai essayé de m'engager 2 fois. Mais à chaque fois, ça n'a pas marché. C'est quel parti? Vraiment, pour la dernière expérience, c'était avec la 3e voie. Okay. Il y avait vraiment un grand intérêt autour de ce mouvement, même si celui qui avait lancé le mouvement en Haïti, il y avait, bon, comme toujours, il y avait plein de gens qui disaient Monsieur Boulos, parce que tout ce qui ne va pas, c'est toujours Monsieur Boulos. Bon. En tout cas, c'était une très belle expérience. Il y avait plein de jeunes à l'extérieur, comme à l'extérieur, qui étaient rentrés dans... Bon, c'était une expérience intéressante, mais le problème qu'il y a eu, ça a été le problème de tous les partis politiques. Et encore pire de ce parti politique qui était totalement nouveau. On a été pris d'assaut par des gens qui voulaient se construire une valeur marchande. Ah, encore la valeur marchande. Ah oui, mais il y a beaucoup d'entre eux qui se sont vendus au gouvernement d'Ariel Henry, qui sont devenus directeurs généraux, etc. Et puis tout a explosé. Et puis tous ceux qui pensaient qu'on pouvait aller quelque part. La première fois, c'était où? La première fois, j'ai un peu flirté avec... j'étais assez proche un petit peu de l'OPL, j'avais tellement d'amis du côté de l'OPL. Jusqu'à présent, bon, même là encore, c'est... Au moins à l'OPL, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont un peu plus... Ce sont des anciens, ils ont un peu plus de conviction. Mais ça reste très minoritaire. Ok, bon. Vous serez prêt à recommencer? Et bon, maintenant, si je recommence, il faut vraiment qu'on étudie les choses en profondeur, surtout sur la qualité des gens qui viennent composer ce groupe politique. Parce qu'en Haïti, on ne fait pas trop attention à ça. On ne fait pas attention à la valeur intrinsèque des gens, parce qu'on a un problème grave de personnes en Haïti. Si on essaie de construire une locomotive, il faut construire une locomotive avec des gens qui ont vraiment la conviction, qui ont vraiment le désir de changer les choses. Pas des gens qui
qui prennent l'expérience comme une échelle ou bien comme un pont. Et les compétences? Hein? Et les compétences, vous avez dit conviction? Et moi, les compétences sont extrêmement nécessaires, mais avant les compétences, il faut la conviction, il faut l'honnêteté, il faut la sincérité. Il y a plein de gens qui sont compétents, ce sont des voyous. Ok, autant pour nous. Ouais. C'est bien dit. Je l'aurais cherché. Bon, Gaël Victor, j'ai quelques autres petites questions. Je dis petites, hein, mais c'est pas vraiment des petites questions, des questions. Mais avant d'aller plus loin, comme on était en train de parler de vous qui vivez en Haïti, tout est lié, hein, tout est lié. Le pays, on utilise le mot, est gangstérisé. Oui. Et cette gangstérisation amène une forme d'exode. Mais cet exode, c'est pas que je sors de là pour aller là. Les gens errent. Oui, oui. Et puis, quand ils arrivent comme ça, les gangs, les gens courent. Vous êtes trouvé vous aussi, vous l'enfant de Carrefour-Feuille, à partir. Vous êtes parti où? Après, je poserai une autre question. Vous êtes parti où, Gary Victor? Bon, je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti en dehors de Port-au-Prince. En fait, bon, il faut que je parle de ma famille. Donc, on a dû quitter Carrefour-Feuille pour se réfugier chez une parente qui habite à Paco. Paco, c'est peut-être à peine à 10 minutes de Carrefour-Feuille, c'est pratiquement un quartier limitrophe. Mais maintenant que vous parlez de départ, hier, j'ai vécu quelque chose qui m'a ravagé. Au 6e étage d'un immeuble, dans le 18e, mais les minuit, je reçois l'appel d'un ami, d'un très très bon ami à moi, c'est un jeune, il a à peine 35 ans. Il s'est marié il y a à peine quelques mois, il a un fils de 7 mois. Et puis il me dit, Gary, tout le monde est en train de fuir le quartier. Quel quartier? C'est le quartier du bas peu de choses. Ceux qui connaissent un peu Port-au-Prince, ce bas peu de choses, la place Jérémie, c'était un quartier un petit peu limitrophe de Carrefour-Feuille, mais qui était un petit peu, jusqu'à présent, qui était un peu épargné par les gangs. Il me dit, tout le monde est en train de fuir. Elle dit, ma femme est partie avec mon fils, je les ai amenés dans un autre quartier un peu plus haut. Il dit, moi je suis assis sur une marche de l'escalier, bas contre côté m'bralé. Je ne sais pas où je vais. Et quand il parlait, je sentais qu'il avait les larmes qui lui coulaient sur le visage. Pourquoi? Parce que les gangs sont arrivés là-bas? Parce que les gangs sont arrivés là. Tout le monde est en train de fuir. Tout le monde est en train de quitter leur maison. Tout le monde est en train de fuir. Gars Victor, les gens quittent leur maison, parce qu'on parle de Port-au-Prince là. Oui, on parle de mais ils ne peuvent pas aller plus loin, parce que le pays est bloqué. Non, justement, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc alors justement, tous des lycées, des collèges, des lieux publics sont pris d'assaut par tous ces gens. Et il n'y a personne qui vient en aide à ces gens. C'est pour ça, dernièrement, j'étais dans un truc, quelqu'un me parlait de Navalny, mais je me fous de Navalny, moi, ça me fait que Navalny. Moi, j'ai dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est Gaza. Il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, mais parce que Gaza, c'est Haïti. J'ai dit, ce que vit la population haïtienne, c'est ce que vivent les gens à Gaza. C'est presque la même chose. Moi, j'ai entendu une Palestinienne me raconter ce qu'elle a vécu à Gaza. Et mais qu'elle m'a raconté, moi, j'ai vécu cette nuit, quand on m'a réveillé à Carrefour-Feuille, mon frère m'a dit, il se passe quelque chose, sort. J'entendais les coups de feu, mais quand il sortait dehors, quand j'ai vu ces milliers de gens qui fuyaient, c'était un spectacle apocalyptique. Si on n'a pas vécu un truc pareil, je vous assure, il vaut mieux de ne pas vivre ce moment. C'est quelque chose qui peut vous traumatiser toute votre vie. Et vous êtes joint à la foule qui partait? Non, je n'étais pas parti pour le moment. Parce que les gens fuyaient. Bon, j'ai voulu quand même attendre pour voir est-ce que c'était pas... Bon, ça ne devait pas être une rumeur. Mais moi, j'ai quitté 3 jours après. Comment vous avez fait?
Non, je suis resté. Il y a des gens qui ne sont pas restés. Tout le monde n'a pas. En fait, ceux qui fuyaient, ce sont ceux qui habitaient dans des quartiers de 4 ou 5 kilomètres plus loin. Donc ils fuyaient, donc ils passaient devant chez moi. Donc en fait, les gangs n'étaient pas encore arrivés, tu sais, à la hauteur du quartier où j'habitais. Ils étaient beaucoup plus loin. Mais tous ceux qui fuyaient, ils passaient devant chez moi. Vous êtes parti comment, avec quoi? Quand ils sont arrivés, quand ils s'approchaient, vous vous êtes dit... Non, Ouais. ça veut dire à ce moment, de toute manière, depuis 4 ou 5 mois auparavant, je disais souvent à ma mère et à mon frère, écoutez, tous les papiers importants, tout ce qui est important, rassemblez-les. Parce que la zone est constamment sous attaque des gangs. À un moment, n'importe quoi peut arriver. Donc à ce moment, quand cette nuit, quand nous avons vu cette fuite générale de la population qui habitait un peu plus en hauteur, on a commencé par faire sortir certaines choses importantes, les papiers importants. Ma soeur qui est au Canada avec quelques tableaux de valeur, on a évacué les tableaux. Bon, ma mère, bon, ça a été, mais on n'a pas pu tout faire sortir de la maison. Après, on a tout pillé. Ah oui. Bon, d'accord. Est-ce que pour vous, c'est une forme d'effacement d'un pan de votre vie? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas un effacement, c'est ma vie, c'est ce qu'on a vécu. Ok. C'est un autre épisode. Vous le prenez comme ça? Oui, Tous les feuilletons que vous écrivez. Donc... c'est un autre épisode. C'est un autre épisode. C'est un autre épisode, c'est une expérience. En plus, c'est pas quelque chose qui est venu par surprise. Je m'y attendais. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Grafeuil pour que les gens fuient comme ça quand ils sont partis et que vous soyez obligés Non, de mais l'attaque des gangs, quand les gangs attaquent, ils kidnappent, ils tuent, ils violent, ils pillent surtout. Tu vois, donc il impose une terreur complète, les gens ne peuvent que fuir. L'écrivain, non, je ne parle pas à l'écrivain, je parle aux citoyens. Comment peut-on comprendre qu'une telle violence se manifeste entre frères? Parce que les gangs... Bon, cette violence a plusieurs explications. Bon, bien sûr, il y a les armes qu'ont distribuées les politiciens, surtout, je sais pas, bon, il y a bien sûr les armes qui ont été distribuées. Mais je pense que cette violence s'explique surtout par le mépris que cet État, que ces gouvernements, par ce mépris que ces gouvernements ont voué à la population haïtienne, à la population pauvre. Parce que Port-au-Prince est ceinturé de ghettos. Moi, je l'ai écrit plusieurs fois. Moi, ça m'a toujours étonné de voir comment quelqu'un qui est un grand bourgeois peut vivre. Et puis, il se construit une grande muraille. Et puis, dès que tu passes ta tête au-dessus de la muraille et tu vois par derrière, tu vois un ghetto. Tu vois un ghetto avec des enfants, avec le ventre bondi, les pieds nus, tout ça. Et on se fout totalement de cette population pauvre. Donc c'est le résultat, le fait d'avoir fermé les yeux sur... C'est le résultat de ce mépris extraordinaire de ces gouvernements pour cette population pauvre, dans tous ces quartiers où les gens vivaient dans des situations infrahumaines. Tu vois, c'est le résultat. Je sais que vous n'avez sans doute pas la réponse et je me demande est-ce que quelqu'un a une réponse aujourd'hui par rapport à ça. Comment pourrons-nous sortir de cette gangstérisation? Comment récupérer toutes ces armes? Comment remettre à l'école tous ces jeunes? Comment leur donner du travail et leur faire oublier le goût du luxe qu'ils ont acquis avec les viols, les vols, les kidnappings? Comment peut-on faire? Et Arnaud Notonnet, dans une interview que j'ai eue avec lui, disait qu'il nous faut... Il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est le temps.
qu'il faut beaucoup de temps. Comment sortir? Quand pourrons-nous nous en sortir? Il faut en sortir. Enfin, quand on parle de goût du luxe, c'est peut-être les chefs de gang. Mais écoutez, le petit gangster qui est dans les rues là, tu sais, bon, il n'est pas dans le luxe, tu sais. Il pille, il viole, il viole. Bon, c'est pas tout ce qui viole, tu sais. C'est pas tout ce qui viole. Mais fondamentalement, ce jeune de 19-20 ans qui a une arme entre les mains, il sait que au fond de lui, il sait que ça ne va pas. Il sait que ça ne va pas, il est désespéré finalement. Tu sais, il fait ça pour manger au jour le jour. Tu sais, ce sont les grands chefs qui s'enrichissent. Mais le gros de la troupe, tu sais, mais si ces jeunes avaient un travail avec un salaire plus ou moins décent, tu sais, ils peuvent avoir un petit appartement, ils peuvent avoir une famille, ils peuvent avoir une copine, ils peuvent s'acheter 2-3 bières le week-end. Ils savent que au moins, parce que quand même, ceux qui sont dans la rue avec une arme, ils savent que demain ils peuvent mourir. Ils savent que avec ce qu'ils font, ils n'ont pas d'avenir. Ils le savent. Ils le savent. Donc moi je crois que de toute manière, il faut s'adresser à cette population pauvre. Il faut créer des emplois. Il faut créer des emplois. Il faut offrir à ces jeunes une alternative. Je pense que, et on a fait l'expérience plusieurs fois. Il y a un ami qui me racontait, qui était entrepreneur, il m'a dit dans la région de Canara, où il y a énormément de gangs. Il me dit pendant 8 mois, il y a eu un projet de construction où on a employé des jeunes de la zone qui souvent avaient des armes. Il m'a dit pendant 8 mois, il y avait un peu de sécurité qui s'était établi. Il m'a dit même les stocks de la compagnie, il n'y a pas eu un sac de ciment, il n'y a rien eu qui a été volé pendant ces 8 mois, parce que tous ceux qui étaient employés dans ce projet étaient des jeunes de la zone. Donc moi je crois que s'il y a un gouvernement qui crée des emplois et qui avait comme priorité les jeunes de ces quartiers pauvres, je pense que, je ne dis pas qu'on va résoudre entièrement le problème des gangs. Dans tous les pays, il y a des gangs. Même à Paris, il y a des gangs. Mais sauf que, je pense que le problème qu'on a actuellement peut se résoudre. Mais il faut quand même qu'il y ait une volonté politique. Premièrement, il faut une force de sécurité, au moins pour juguler ce qu'il y a là actuellement. Ensuite, il faut créer des emplois, il faut un programme, il faut de grands programmes d'emploi, surtout pour ces jeunes. Il faut prioriser ces jeunes. Parce que ces jeunes, effectivement, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Alors on va massacrer 50-100 000 jeunes, non. Il faut offrir quelque chose à ces jeunes. Il faut les sortir de la rue. Il faut les sortir de la désespérance. C'est la seule manière dont on peut s'en sortir. Quand vous dites force de sécurité, elle devrait arriver d'où, cette force de sécurité d'Haïti? Cette force de sécurité, moi je ne crois pas trop aux interventions étrangères. À chaque fois qu'il y a une intervention étrangère, elle n'a fait qu'empirer la situation. C'est malheureux de le dire, mais c'est un fait qu'on a constaté. Moi, donc le salut viendra de notre force nationale, la police nationale, l'armée reconstituée vraiment. Moi, je pense que si on investit sérieusement, un gouvernement qui a la volonté investit sérieusement dans une force de sécurité nationale, je pense qu'on va aller plus vite et qu'on va obtenir des résultats meilleurs qu'avec ces étrangers qui vont venir en Haïti, mais qui fondamentalement s'en foutent d'Haïti. Mais quand ils viennent, ils se foutent d'Haïti. Qui peut prendre ces décisions? Eh bien, nous. Mais il faut un gouvernant. Mais justement, il faut s'organiser pour avoir un gouvernement. On est mal barré. Oui, on a été toujours mal barré, mais il faut faire en sorte maintenant d'être bien barré. Il faut travailler pour être bien barré. Bon, il nous faut du temps. Alors, il nous faut du temps, oui. Gary Victor, je vais vous laisser tranquille, mais je sais que dans tout ce que vous avez fait comme
études, dans tout ce que vous êtes comme personne, comme citoyen, vous avez fait des études d'agronomie. Oui. Donc, je me disais, est-ce que Gary Victor, tout en étant l'écrivain qu'il est, pourrait un jour... Bon, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'utilisez pas, vous n'avez jamais utilisé la machine à écrire. Non. Donc, ça veut dire que je ne vais pas parler de la machine à écrire. Mais est-ce que Gary Victor pourrait poser sa plume et son cahier de notes pour endosser son costume d'agronome pour, si on avait un plan de développement national, pour endosser son costume d'agronome pour Haïti? Bon, aucune idée, ça dépend, je ne sais pas, difficile à dire. Difficile Pour l'instant, je me contente de mon petit jardin à Jacmel. Ah bon, déjà, voilà. Ça veut dire que déjà, on peut élargir le champ. Peut-être, oui. En tout cas, espérons que quelqu'un... non, pas quelqu'un, parce que vous avez bien dit tout à l'heure, il faut pas... J'ai compris ça comme ça. Il ne faut pas une personne, il faut une sorte d'opération collective pour sortir Haïti. Espérons qu'il y aura un conseil, un collectif, quelque chose comme ça demain qui pense à Haïti et qui... Il faut penser à un collectif, Mais le drame, c'est qu'il y a tellement d'antagonisme chez nous. Et moi, je me bats contre ces antagonismes. Par exemple, quand je vois les réseaux sociaux, c'est infecteux. Vous voyez, ces antagonismes, ces haines entre Haïtiens, entre groupes, alors que finalement, alors que le mot d'ordre est bien simple maintenant, ça veut dire que côté pays, ça est là, c'est pour nous sortir la donne. Donc tous ces antagonismes idiots, bêtes, il faut qu'on mette fin. Ces querelles de personnes, ça veut dire que souvent, chacun de nous, nous avons des égos souvent fous, tu vois, non. Moi, je pense qu'il faut, bon, de toute façon, en simple, je ne vois pas, il faut rétablir la sécurité, il faut créer des emplois. Premièrement, c'est la sécurité. Tous les Haïtiens veulent circuler librement. Tous les Haïtiens veulent avoir leur petit commerce. Ceux qui peuvent investir veulent investir. D'accord? Nous voulons que nos enfants aillent à l'école en toute sécurité. Donc ça veut dire finalement, on peut s'entendre sur le minimum. Donc pourquoi tous ces antagonismes idiots, bêtes? Moi franchement, ça m'écoeure quand je vois tous ces... Tu vois, écoute, moi maintenant, comme je disais à un ami, écoute, si quelqu'un veut faire quelque chose, veut vraiment s'investir pour changer les choses maintenant, qu'on ne vienne pas de me dire, oh oui, ce type était dans le temps, il était ceci, il était cela, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Est-ce que l'exemple de Rwanamet, c'est pas un exemple de ce qui peut marcher, de l'entente qu'on peut trouver au sein du peuple pour avancer sur un projet, par exemple à Rwanamet? Les gens se sont mis d'accord, en fait, se sont mis debout pour construire un canal, vents et marées, malgré les intimidations du voisin dominicain, malgré le manque, c'est même pas le manque, malgré l'absence du pouvoir en place. Est-ce que c'est un défi à lever, mais d'ailleurs ils sont en train de lever ce défi, ce n'est plus un défi, ils sont en train d'aboutir. Est-ce que cette démarche-là, c'est pas une démarche qui peut un jour oui, c'est un premier exemple. Maintenant, il faut que cet exemple va plus loin. Il faut qu'on ait quelque chose de plus national maintenant. Tu vois, il faut pas penser à l'ennemi dominicain, il faut penser à l'ennemi intérieur. Parce que l'ennemi intérieur est pire que l'ennemi dominicain. Moi, je ne considère pas les Dominicains comme nos ennemis. Nous sommes un peuple sur la même île. Il y a une tentative pour empêcher le rapprochement de ces deux peuples, parce que si la République dominicaine et Haïti s'entendent, et si on arrive à avoir une adéquation des deux économies, nous serons 25 millions. Et on sera une puissance dans la Caraïbe. Donc il y a partout des gens qui ne veulent pas qu'il y ait cette entente entre les deux pays. Donc ça veut dire maintenant c'est l'ennemi intérieur. Il y a un ennemi intérieur en Haïti que nous devons combattre. Donc ce n'est ni les États-Unis, ni la France, ni la République dominicaine, c'est... Premièrement, écoutez, quand on a un ennemi intérieur, on ne peut même pas s'opposer
aux grands ennemis. C'est-à-dire que comment peux-tu mener un combat quand à l'intérieur tu as un ennemi intérieur qui te donne des coques en jambes. Quel combat peux-tu mener quand à l'intérieur tu es pourri? Non? Les Vietnamiens ont pu lutter contre les Américains, c'est parce qu'ils étaient un comme ça. Non. Il n'y avait pas, tu vois, des cas comme ça. Tous les peuples qui ont pu résister sont des peuples qui étaient soudés, comme les Éthiopiens à un moment. Ils sont soudés. Mais dès que tu n'es pas soudé, tu as des ennemis intérieurs, on te fait sauter. Tu peux sauter constamment. Les Dominicains te feront sauter, les Américains, eux, c'est encore pire, ils te feront sauter 1000 fois les autres. Chers amis, Gary Victor était là en tant qu'écrivain, mais surtout en tant que citoyen, parce que si vous lisez bien ses livres, vous verrez que le citoyen n'est jamais très loin dans ses écrits, dans ses personnages, et constatant jour et nuit, tout le temps, pendant les périodes qui sont passées, Duvalier, toutes les périodes qui vont venir, la société dans laquelle il évolue. Gary Victor, c'est cette société qu'on retrouve dans ses écrits, jusque dans Le violon d'Adrien, c'est dans son dernier ouvrage, même si je sais que l'écrivain ne s'arrête jamais, il a déjà commencé autre chose, il travaille fort, et d'ailleurs Gary Victor qui est là maintenant doit revenir à Paris au mois de mai. Je ne sais pas s'il reviendra avec son autre bouquin déjà. Oui, je dois annoncer que j'ai une prochaine parution chez Philippe Bry le 18 avril. C'est un roman qui s'intitule Les pages blanches de la détresse. C'est mon prochain roman à sortir en avril prochain et qui sera en vente pour Haïti Mode. D'accord, les pages blanches de la détresse. Moi déjà j'attends de plonger dans ces pages blanches que j'imagine noircies de mots pour voir ce que l'écrivain nous a concocté. Une dernière petite chose, quand vous écrivez, c'est le journaliste qui écrit un roman ou c'est le romancier qui est journaliste? Les deux à la fois. Ça dépend. Les deux à la fois, les deux. Merci Gary Victor d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'avant-dernier, je dis, parce que c'est déjà vrai. Le violon d'Adrien, c'est un livre qui parle de rêve. Rêve brisé peut-être. En tout cas, il nous faut malgré tout rêver. Parce que sans rêve, on n'avance pas. Même si nos rêves peuvent être un lieu de piège pour nous. En tout cas, continuons de rêver à une Haïti nouvelle, même si nous ne serons pas là pour voir tout ça. Mais on continue de rêver. Peut-être que nous serons là pour le voir. Alors là, faut toujours espérer. On espère alors. Merci encore une fois. Merci à l'équipe qui est là pour vous permettre de voir, de regarder cette émission, cette vidéo. Et puis, voilà quoi, je vous remercie d'avoir été vous qui avez regardé ce moment d'échange avec Gary Victor. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, une prochaine fois, venez en mai acheter le prochain Les pages blanches de la... J'ai oublié, de la détresse. Les pages blanches de la détresse. Venez l'acheter et puis déjà procurez-vous Le violon d'Adrien paru chez Mémoire d'Encrier en 2023, l'année dernière. Au revoir et merci beaucoup.